Bonjour tout le monde. Alors, je vais faire une série de vidéos dans lesquelles je vais démontrer, hein, je vais même pas tenter, hein, je vais même pas faire preuve de modestie, hein, pas sur ce coup-là, parce que je suis sûr de mon coup. Je vais démontrer en fait que les États-Unis en fait ne sont pas pires ne sont pas pires que ceux qui passent leur temps à les dénoncer en fait. Alors, est-ce qu'on peut dédiaboliser les États-Unis? En fait, oui et non. Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, les États-Unis, c'est des êtres humains. Et est-ce qu'on peut dédiaboliser l'humanité actuellement? Non, on ne peut pas. Les êtres humains aujourd'hui ne pensent qu'à détruire le monde. La majorité des êtres humains ne pensent qu'à eux, en fait, sont égoïstes. On est devenus des monstres, hein. On élève des poulets en batterie, on capitalise la faune et la flore, voilà. Et donc, de ce fait, on détruit, on le fait en détruisant, en annihilant des formes de vie en fait sur Terre. C'est horrible ce qui se passe, donc on ne peut pas dédiaboliser les États-Unis. Ils sont pas mieux que les autres par rapport à ça, mais en réalité, ils sont pas pires. Et c'est ce que je vais démontrer avec cette série de vidéos en fait. Et on peut dédiaboliser les États-Unis sous cette forme-là, sur la forme et le fond que je prends deux entités qui sont les concurrents, vraiment les deux concurrents directs des États-Unis depuis des décennies, c'est la Russie et la Chine. Et la Chine depuis 30 ans, et encore, oui, depuis une trentaine d'années, et la Russie depuis 80 ans. Et en fait, ces pays-là veulent évincer les États-Unis simplement pour prendre leur place et faire exactement la même chose qu'eux, en fait. Donc, à partir de là, quand je parle de dédiabolisation, je parle de ça, en fait. D'accord? Je ne suis pas en train de dire que les États-Unis sont un exemple de vertu. Moi, c'est mon pays préféré. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous le dis, j'ai l'honnêteté de le dire, parce que justement, vous allez comprendre pourquoi je vous le dis, parce que pour comprendre pourquoi je pense comme ça, ben, il va falloir suivre mes vidéos et vous allez voir que c'est très intéressant. Alors, je tiens juste à préciser que l'histoire que je vais vous raconter là, sur la genèse, en fait, ce qui est à l'origine du comportement des Américains, c'est quelque chose que c'est une théorie, c'est pas une thèse, c'est une thèse, hein, c'est une thèse que j'ai développée que j'ai faite, j'ai pondue il y a à peu près, c'était un petit peu avant 2000, ça devait être en 99. Je venais d'avoir Internet à l'époque, et Internet c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui en fait, hein, et c'était pas du tout la même chose, hein, c'était beaucoup plus archaïque, prosaïque, et donc au fil des années j'ai pu recoller le puzzle en fait. Il y a des gens intelligents, dont des Français en fait sur Internet, qui nous donnaient des indices parce que eux le savaient en fait. Eux le savaient, mais moi j'étais le précurseur des gens qui ne savaient pas et qui l'ont découvert. Je pense même être le premier Français à l'avoir découvert, je pense être le premier Français à qui on le cachait et qui l'a découvert par lui-même. Parce que comment je me suis fait jeter des pierres sur Internet, on me disait ouais, tu racontes que de la merde, tu dis des conneries, parce que j'étais le premier en France qui ne le savait pas, donc le premier des ignorants, je précise, pas le premier à le savoir, parce qu'il y a des gens qui le savaient mais qui le cachaient, et qui ne le disaient pas, et qui nous envoyaient des petits indices à droite à gauche, et j'ai été le premier des ignorants à le découvrir par lui-même et à le diffuser ensuite sur Internet. Voilà, donc ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, et maintenant je dis, quand je fais des choses, parce que sinon on me dame le pion, il y a des gens qui me piquent mes trucs et qui les enjolivent, parce qu'ils ont les moyens de le faire, et après ils se gardent bien de dire qu'ils ont été sur ma chaîne pour le dire. Donc, je suis désolé si je pars un peu prétentieux, maintenant je passe par cette phase-là. Ça y est, j'en ai marre de trop bon, trop con. Et donc, pour comprendre la genèse du comportement américain, en fait, et puis tout ce qu'on leur reproche aujourd'hui, ça va commencer en fait avec les moteurs à explosion et le premier puits de pétrole. Donc, ça commence maintenant. Vous êtes prêts? Alors, le premier moteur a été fait par un Suisse, je crois, au plus loin qu'on remonte, en 1807. Et ensuite, il y a des moteurs qui ont été refaits par d'autres personnes, mais c'était pas au point. Et le premier véritable moteur a été fait par deux ingénieurs italiens en 1854. Et écoutez bien, en 1852, le premier puits de pétrole est créé par des Roumains, en fait, en Roumanie. Ils arrivent à extraire du pétrole avec une pompe. Le souci, c'est que avec une pompe à extraction de pétrole, mais le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à la raffiner. Ils n'ont pas d'équipe performante, ils n'ont pas les scientifiques qu'il faut pour le raffiner et en faire quelque chose d'exploitable en fait. En 1859, un ancien officier des Yankees, des nordistes, hein, aux États-Unis, qui s'appelle Edwin Drake,
investit toutes ses économies en fait d'officier, de retraite. Il y croit pour construire le premier puits de pétrole, le véritable premier puits de pétrole de l'humanité. Mais accrochez-vous, Edwin Drake, il est plus malin que les Roumains, et là il a tiré parti des erreurs de ces gens-là. Il a recruté en fait des personnes capables de raffiner le pétrole, en fait, des gens qui savent le faire. Edwin Drake crée le premier puits de pétrole, et ça c'est une histoire que je raconte depuis presque 30 ans, hein, depuis moins de 30 ans, depuis 26 ans. Je vous assure que c'est vrai, j'ai des témoins et des gens qui regardent ces vidéos, ils le savent parce que je leur ai fait des têtes comme ça, croyez-moi, ils s'en souviennent. Non, la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale n'a pas explosé à cause d'un archiduc qui s'est fait assassiner, je ne sais pas d'où. La Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale, pétrole. Juste le pétrole. Donc, Edwin Drake arrive à raffiner ce pétrole, et là, il y a un mec qui s'appelle Rockefeller aux États-Unis, qui contrôle la quasi-totalité des voies ferrées aux États-Unis, les milliardaires et plein d'autres choses aussi, les forêts, enfin, le découpage du bois dans les forêts, enfin plein d'industries aux États-Unis, mais surtout les voies ferrées. Rockefeller entend parler de la découverte de Edwin Drake, et Rockefeller, il a du flair. Il va voir Edwin Drake, il lui rachète tout. Le brevet, l'exploitation, tout. Edwin Drake ressort riche, mais alors, il ne sait pas à quoi il a... En fait, Edwin Drake, il s'est fait un petit peu pigeonner. Il ne sait pas ce qu'il... Il croit qu'il a gagné, mais il n'a pas gagné grand-chose, en fait. Et là, la fameuse famille Rockefeller, met la main sur la première exploitation de pétrole au monde. Les États-Unis sont une ancienne colonie des Anglais, et les Anglais traînaient beaucoup du côté avec leurs bateaux, en fait, dans le coin de l'Égypte et Arabie Saoudite. Et pourquoi? Parce que les Anglais, en fait, étaient intéressés par le canal de Suez. En fait, les Anglais savaient qu'on pouvait construire un canal comme leurs cousins français, parce que les inventeurs du canal, c'est les Français. Et les Anglais veulent reprendre l'invention française et refaire un canal, un projet faramineux en fait. Je crois que c'est en 1800, le projet du canal étant aux alentours de 1850, hein, déjà. Hein, en 1853, les Anglais voulaient déjà construire un canal pour faire passer leurs bateaux de commerce entre la mer, l'océan Indien, leur colonie indienne, jusqu'en Europe et aux États-Unis. Et donc les Anglais connaissent bien ce coin. Et ils savent qu'il y a effectivement, ils entendent les Américains parler de ils entendent que les Américains exploitent le pétrole, et ils savent, les Anglais, ils se disent, mais on sait où est-ce qu'il y a du pétrole. On passe devant en bateau, on envoie même carrément, les Anglais expliquaient qu'ils voyaient depuis des siècles, depuis 2-3 siècles, ils voyaient carrément des coulures de pétrole, en fait, c'est-à-dire des endroits où ça suintait du sol, en fait. Et là, les Français aussi, les Français envoient, le gouvernement français à l'époque envoie comment on appelle ça, des ingénieurs, 3 ingénieurs en Arabie Saoudite, et un peu à travers le monde, et ils s'aperçoivent, les ingénieurs français, que le pétrole saoudien est de bien meilleure qualité qu'ailleurs, sans qu'on ait à creuser trop profondément, en fait. Et il est accessible. Mais ça, les Anglais le savaient déjà. Donc, on a là, à ce moment-là, on a les Anglais, les Américains, et les Anglais qui vont rapporter aux Américains que c'est en Arabie Saoudite que ça se passe. On a les Français qui sont aussi sur le coup. Mais le problème, c'est qu'on a déjà les Allemands, en fait, et l'Empire ottoman. L'Empire ottoman domine cette région. Les Anglais et les Américains sont déjà des alliés de l'Empire ottoman, donc ils ne peuvent pas les attaquer. Et là, ils ont un problème, les Américains et les Anglais. Ils se disent, merde, les Ottomans, ils sont déjà là-bas. Et en plus, il y a les Allemands. Alors, j'ai oublié juste un passage. Non, j'ai pas oublié. On va y venir. Le moteur à explosion, donc il existe depuis 1854. Et on sait qu'on peut y mettre des matières qui explosent là-dedans, mais on n'a pas encore le pétrole raffiné à ce moment-là. Je ne sais pas ce qu'ils mettent, je ne me rappelle plus. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, excusez-moi, ne lâchez pas, vous allez voir, je baille, mais ça fait tellement longtemps que je la raconte, cette histoire. On a les 2 plus gros parcs automobiles de l'époque, en 1870 et entre 1870 et 1890, à New York et à Berlin. C'est-à-dire que depuis que on a su raffiner le pétrole, les ingénieurs américains, eux et européens, ont su faire des moteurs de plus en plus perfectionnés. Déjà à cette époque, on tournait les manivettes,
Oui, je crois que c'est comme ça que ça s'appelait. Et les manivelles, pardon. Et hop, on arrivait à créer une... Il n'y avait pas les batteries à l'époque. Et donc, on arrivait à créer une explosion et le moteur partait. Voilà. Et donc, à ce moment-là, les deux plus grands parcs automobiles, et ça c'est important de le préciser, c'est Berlin, New York. Après, tu as Londres, Paris et tout, mais ils sont loin derrière. C'est vraiment les deux poids lourds où il y a des tramways, on exploite l'électricité et l'énergie fossile. C'est New York, Berlin. Comprenez? Qui va se passer plus tard. Faites le lien ou pas. Là, les Américains disent, avec leurs alliés anglais, ils disent, ouais, mais il faut qu'on remette nous la main sur le pétrole saoudien, quoi, parce que c'est là-bas que ça se passe. Mais les Allemands sont déjà sur le coup, en fait. Et ils ont déjà, les Allemands, prévu le coup. Ils ont fabriqué une ligne de chemin de fer, parce que les Allemands ne contrôlent pas la mer. Ce sont les Anglais qui contrôlent la mer. D'accord? Donc les Allemands sont obligés de passer par voie terrestre. Et donc, ils fabriquent une immense ligne de chemin de fer qui s'appelle, je ne sais plus comment en allemand, il y a le mot Bagdad dedans. Et cette ligne de chemin de fer, en fait, elle est destinée à partir de Berlin pour aller jusqu'en Arabie Saoudite. Alors, elle passe par Bagdad, pour ensuite s'étendre jusqu'en Arabie Saoudite. Elle devait faire normalement presque plus de 4000 km. Allez voir sur Internet, vous tapez ligne de chemin de fer Paris-Bagdad. Et la première raffinerie de pétrole au Moyen-Orient, enfin en tout cas en Arabie Saoudite, elle est allemande. Elle est allemande. Et ça, je vous parle, c'était en 1800, que je vous dise pas de bêtises, peut-être en 1902, oui, c'est en 1902, je crois, si j'ai bonne mémoire, en 1902, première raffinerie de pétrole qui est construite par les Allemands, avec l'association, avec comment on appelle ça, avec la complicité des Ottomans et la permission des Ottomans, de l'Empire ottoman. C'est pour ça que les Allemands ont été pendant très longtemps les alliés des Ottomans, en fait, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix. Et donc, les Anglais veulent damer le pion aux Allemands. C'est une course après la montre, avec l'aide des Français et des Américains. Alors ils trouvent une solution, les Anglais. Il leur faut un rebelle qui va s'appeler Lawrence d'Arabie, en fait. Lawrence d'Arabie ne peut pas être anglais, parce que ça serait déclarer directement la guerre à l'Empire ottoman et à son allié allemand. Et ça, les Anglais n'ont pas besoin de ça dans l'immédiat. Donc ce qui va se passer, Lawrence d'Arabie, en fait, il va petit à petit monter, il va déjà se déclarer comme étant un renégat, il se détache de l'armée anglaise, et il va commencer à attaquer l'armée ottomane en balançant des idées dans la tête de liberté, dans la tête comment on appelle ça, des peuples arabes de la péninsule arabique. Alors, on serait tenté de se dire, il y avait des colonies partout, anglaises partout sur le monde à l'époque, mais c'est là qu'il y a un renégat c'est pas en Inde, c'est pas en Afrique, c'est pas, non, c'est à cet endroit-là précis, hein, comme par hasard. Enfin bon, comprenez. Et donc, ça fonctionne. Les Anglais fournissent secrètement, avec certainement d'autres entités politiques, des armes aux Arabes. Les Arabes finissent par arriver à bouter avec Lawrence d'Arabie, qui travaillait en réalité toujours pour l'Angleterre, hein, mais qui était un faux renégat. Et donc ils arrivent à bouter les Turcs d'Arabie Saoudite. Et là, à ce moment-là, les Anglais reprennent possession des anciennes colonies turques. Et donc, à ce moment-là, l'exploitation du pétrole par les Américains, la triade américano-anglaise et française, qui s'installe en Arabie Saoudite, qui commence à remplacer les Allemands et à faire je vous explique, hein, je la fais courte, hein, mais qui remplace en fait les Allemands. Là, les Allemands l'ont mauvaise avec les Turcs. En plus, les Anglais et comment on appelle ça, un peu plus tard, les Anglais et les Français vont faire une coalition pour envahir la Turquie, pour essayer de coloniser la Turquie. Ça va échouer, la bataille des Dardanelles. On va vaincre les Turcs, mais on n'aura pas les capacités de pouvoir coloniser. C'est un peuple fort, les Turcs, ils ne se laissent pas faire. Et donc ça échoue. Et juste après, vous avez en fait ce conflit qui va éclater entre l'Allemagne et la France. Pourquoi? Parce que les Allemands se contrefoutaient en fait de l'Alsace et de la Lorraine. Hein. C'est pas vraiment ça qu'ils voulaient récupérer, c'est que les Allemands l'avaient mauvaise. Et géographiquement, qui était collé à l'Allemagne, est-ce que c'était les États-Unis? Non, c'était pas les États-Unis. Est-ce que l'Angleterre est collée à l'Allemagne? Non. Est-ce que la France, qui faisait partie de ces trois pays qui avaient été construire des raffineries pour l'exploitation du pétrole en Arabie Saoudite,
Oui, la France est collée à l'Allemagne. Donc l'Allemagne va déclarer la guerre à la France. C'est l'une des raisons principales pour laquelle l'Allemagne déclare la guerre à la France. C'est pas pour l'Alsace et la Lorraine. L'Alsace et la Lorraine, ça c'était Napoléon III, hein, c'était en 1870, donc c'est 50 ans avant, plus de 50 ans avant. Et donc la Première Guerre mondiale explose et bien déclenchée, non pas seulement parce qu'il y a un archiduc qui s'est fait assassiner à Sarajevo, je sais pas où. Ça c'est l'une des raisons enfin ça c'est la raison qu'on vous explique pour vous cacher la vérité, c'est qu'il y a eu des millions de morts pour du pétrole en fait dès le départ. Et ça vous allez comprendre en fait par la suite. C'est-à-dire que voilà, on avait 5 crapules hein, qui voulaient s'emparer du pétrole, la Turquie et l'Allemagne, de l'autre côté l'Angleterre, les États-Unis et la France. Qui veulent, parce que l'humanité est une crapule, hein, voilà, c'est ce que j'essaie de vous expliquer, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, mais on va vous diaboliser à chaque fois les États-Unis, c'est le souffre-douleur de l'humanité en ce moment, les États-Unis. Et donc, en vérité, les Allemands et les Turcs n'étaient pas mieux, hein. Donc voilà, Première Guerre mondiale, et ça fait bientôt 30 ans que je l'explique, et maintenant, ça y est, c'est rentré, tout le monde commence, on voit qu'il y a des sites, même sur YouTube, des chaînes qui commencent à le diffuser, mais j'ai été le précurseur de ça. Et croyez-moi, j'en ai souffert, hein. On m'en a mis plein la gueule sur Internet, hein. Je vais faire une deuxième vidéo, je continue juste après.